Est-ce que vous n'avez pas peur en tant que diffuseur justement que maintenant il commence à y avoir des annonces de chaînes, soit en VOD, soit même de chaînes de démonstration? Il y a eu Canal donc, qui a annoncé récemment qu'il allait faire une chaîne 4K, que finalement ça desserve ce nouveau vecteur, ces annonces quelque peu marketing par rapport aux gains pour le spectateur au final, quoi, puisque pour l'instant, comme vous disiez, on a assez peu de gains visuels chez le téléspectateur. Moi, je serais pragmatique dans le sens où si aujourd'hui certains se lancent pour des raisons marketing, au, au risque de faire éclater en tout cas les bénéfices de la 4K, par exemple en passant du tennis à 25 images secondes, il prend un risque potentiellement de décevoir des early adopters, quoi. Mais voilà, c'est un risque sans doute énorme à l'échelle de tous ceux qui ont investi beaucoup dans la 4K. Nous, on a l'avantage, c'est que voilà, la 4K France Télé, ça concerne 5 personnes, donc on est, euh, on est à peu près écarté du risque. Mais Pas de risque du tout, parce qu'on sait très bien qu'on est piloté par le marketing des industriels. Franchement, c'est le marketing des industriels qui va faire que, oui ou non, le 4K va être présent plus ou moins vite. La preuve, je veux dire, dans ton explication, tu le disais au départ, même toi, en tant que R&D, quand tu regardes l'état du marché aujourd'hui, tu dis mince. Ta réflexion, c'est de dire, j'ai plus mes 5 ans d'avant, je suis déjà en train de courir après ce qui se passe dehors. Et clairement, quand les fabricants vont sortir avec des dalles 4K qui vont répondre à ce que tu es en train de dire, en fait, ça va être la course à l'échalote. Donc, est-ce qu'ils prennent un risque à aller dans le 4K? Bien sûr que non, parce qu'en fait, je veux dire, la techno fait que, et les industriels ont besoin d'avoir des nouveaux marchés, et encore plus aujourd'hui avec l'effondrement de la 3D, le 4K, c'est vraiment une vraie réponse pour les industriels à donner une suite à l'évolution de l'HD. Et d'ailleurs, si vous faites des expérimentations comme ça aujourd'hui, c'est bien pour ça. Parce qu'on est tous persuadés que demain, le marketing va nous amener vers du 4K et de la non, haute mais vitesse, etc. on a fait 3 ans de 3D. Hein. On a fait 3 ans de 3D, donc on était très concernés par le fait de ne pas se rater, en tout cas de ne pas rater une porte. Ça, c'était important. Mais pour autant, il manque des briques importantes. Le fait effectivement, de promouvoir en avance une techno avec l'affichage en gros de ses pires défauts pour commencer, parce que franchement, juste un panoramique sur Roland Garros, mais même, c'était même pas ça, quoi. Enfin, mais sur le 84 pouces, c'est vraiment insupportable. Donc on a effectivement des constructeurs qui prennent le risque de faire ça. Après, forcément, ils mettent des contenus de démo en magasin qui sont des gentils timelapse ou des images fixes, donc ils ne prennent pas trop de risques. Oui. Quel va être le gain pour compenser le coût de production plus important lié à la 4K? Ouais, là, tu sais, c'est délicat. Enfin, en tant qu'industriel, tu dois être présent Mm. forcément en amont sur un marché. Et là, très franchement, les technos avancent tellement vite que je veux dire, Enfin, tu vois les à quais. 35 000 euros, on a encore un peu de marge. J'ai peut-être Ouais. effectivement perdu mes 5 ans de retard, mais avant qu'on on arrive Non, mais à regarde le temps 1005, 2000 ouais. euros le Regarde le 84 temps qu'il pouces, a je fallu pense pour. que j'ai encore 3 ans. Quoi. Je me rappelle très bien parce que j'étais à l'époque du HD Forum, au tout début du HD Mhm. Forum. On parlait du 720p, du 1080. Je me rappelle moi-même, je tenais des discours sur le 1080 avec des perspectives ouais, à 5 ou à 10 ans. Puis 2 ans après, tu avais des dalles 1080 qui étaient là. Et aujourd'hui, chez toi, si tu n'as pas une dalle 1080, tu vois. Donc je pense que euh, un avenir à 2 ou 3 ans pour le 4K, c'est quelque chose de réaliste, même pour vous. Mm. Les derniers chiffres que j'ai lus qui sont issus du Beyond HD, là, une étude qui a été publiée donc, la semaine dernière à Londres, c'était il y a 15 jours peut-être Beyond HD déjà, expliquait qu'il a fallu 9 ans pour atteindre à peu près 80% de présence de téléviseurs HD dans les foyers, et dans 9 ans, donc entre 9 ans, c'était entre la première mise à disposition de flux HD et aujourd'hui, et qu'entre aujourd'hui la première mise à disposition de flux 4K et dans 9 ans, ils estiment qu'on sera effectivement à, je sais plus, c'est moins de 10% de dalles Ultra HD dans les foyers. Ça, c'est dans 9 ans. Donc ça, c'est les estimations d'une étude marketing donc commandée par les vendeurs de téléviseurs. Sous-entendu que l'effet écran plat étant derrière nous, voilà, Non, mais je pense qu'il pas y mal a, de raisons qui font il que y a ça une vraie reprenne. question effectivement sur les cycles en fait industriels et là-dessus on sent bien que déjà sur la 3D on a eu le même principe où le cycle en fait de fabrication des téléviseurs 3D était beaucoup plus rapide par rapport aux industries de contenu
Et là, on a le sentiment, même si la barre la marche est moins haute, pour arriver au 4K, en tout cas en termes de résolution et d'outils permettant d'atteindre ces résolutions, qu'il y a quand même des cycles assez différents. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est effectivement de se situer par rapport à philosopher dessus pour comprendre le foirage de la 3D. Beaucoup de gens se sont interrogés. Quand on pense vraiment à ce que c'est et qu'il y avait déjà des technologies d'immersion, plus poussées que la 3D, avec des lunettes vraiment en immersion. Bon, par contre, on évolue dans un monde virtuel, pas un monde de captation. On comprend pourquoi la 3D, ça a décliné très très vite. En plus, il y a un truc, c'est que bon, ça a été mal fait. Il y avait les lunettes, il y avait. Puis en fait, c'est pas assez. Alors, je pense que le 4K, c'est une évolution de quelque chose auquel on est habitué. Et effectivement, il y a. Parce qu'on connaît aussi déjà le 4K. L'IMAX, c'est même plus que du 4K, l'IMAX. Donc, effectivement, avancer pour se rapprocher le plus possible de l'IMAX, c'est quelque chose de palpable. Je pense que c'est le futur. La 3D, je pense qu'il y avait un vrai problème, c'est que c'était pas encore assez. Qu'effectivement, il y aura un boom sans doute de l'immersion totale à un moment donné, ou même, comme on voit dans des films de science-fiction, des mecs qui shootent, qui se mettent dans des mondes virtuels et tout. Mais la 3D, en fait, il y a un entre-deux qui ne peut pas vraiment plaire. Au bout d'un moment, si au Futuroscope ou dans quelques films avec des jaillissements, effectivement, ça dure c'est un soufflet qui se dégonfle très très vite, quoi. C'est compliqué, tu peux pas. Ouais, mais moi, justement, je dis que c'est un débat philosophique et je pense que ceux qui ont dès le début dit attention, la 3D, ça n'a pas duré, n'avaient pas vraiment tort et ces gens n'ont pas été beaucoup écoutés. Il y a aussi là, on rejoint le problème qu'on a aujourd'hui sur les displays qui ne sont pas disponibles. Les displays en 3D, effectivement, avec des lunettes, est-ce que c'était le temps de le lancer avec les lunettes? Mais je pense qu'effectivement, là, le marketing va plus vite que la R&D. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question de savoir est-ce que le téléspectateur va mettre des lunettes chez lui. On passe sur du passif, on bouffe la résolution. C'est très bien que si on enlève la résolution à une image stéréoscopique, on lui enlève l'effet relief. Donc on avait là à des questions purement R&D du lancement de la stéréoscopie. C'est peut-être pas forcément et on a couru derrière le marketing. Et là, voilà, c'est ce qui semble se reproduire aujourd'hui quand on veut effectivement diffuser du tennis ou du sport sur un display, ben, il n'est pas disponible. Donc on le produit, on est capable de le produire, mais on peut pas le redonner. Donc moi, je... l'amélioration de ce qui existe aujourd'hui, c'est de vendre quelque chose qui, de toute façon, dans la tête des gens, c'est-à-dire que soit on cherche effectivement de l'immersion, et là il faut aller dans quelque chose qui vende vraiment l'immersion, soit on a un entre-deux. Pour moi, la 3D relief, c'est un espèce d'entre-deux, et ça ne peut pas totalement contenter les gens. Il y aura toujours un truc qui fera dire ouais, mais je comprends pas ça. Et puis, bon, on va pas faire le débat sur la 3D. Il y a eu un rendez-vous du pôle il y a un mois, c'est ça à peu près. Mais c'est vrai que c'est lié, on sent bien entendu. Moi, juste une chose, bon, la 3D, ça continue à marcher au cinéma quand même, hein, même s'il n'y a pas beaucoup de films qui se tournent. Enfin, bien certes, mais en tout cas, peut-être qu'il y a aussi un problème de, comme disait Mathieu tout à l'heure, une bonne adéquation entre la technologie et les displays et le public qui est en face. Et peut-être d'ailleurs que le 4K, un des premiers débouchés, comme tu l'as dit, c'est peut-être les salles de cinéma sur de l'événementiel, des choses comme ça, quitte à ce qu'après, il y ait la télé qui arrive, mais en second rideau, en quelque sorte, d'ici quelques années. Juste par rapport à ça, justement, nous, on a des chiffres, alors qu'on a essayé d'agréger, qui montrent que même la HD, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui, en natif, est si répandu que ça, quoi. C'est-à-dire qu'en termes de production, en tout cas pour la télé, on est autour de 40%, 30-40% de programmes produits nativement en HD à la télévision, en tout cas sur la France. Nous, c'est les retours qu'on a pu avoir. Je parle du flux, du magazine, enfin tout ce qui est hors stock, effectivement, fiction télé et. On a un journal télévision qui est un journal télévisé qui est fait en DV25, très très beau. On a pas mal de soucis du fait de production qui sont extérieures, qui viennent tourner chez nous en HD, mais qui post-produisent encore en SD. Et on a effectivement beaucoup d'investissements qui ont été freinés par l'absence de magnétoscope HD
en masse, puisqu'effectivement on a tout bloqué pour passer en mode fichier, et que certaines prods n'ont pas eu les moyens d'investir dans une prod en mode fichier complète derrière. Donc ça va être fini, là, ça va être terminé en 2013, ça s'arrête. On a effectivement, on va dire, un plus 30% de prod HD native en 2014 chez nous. Parce que c'est juste des morceaux de workflow qui passent enfin en HD. Et les news, normalement, en 2014 aussi, devraient être toutes en HD. 2, 3, 4, 5. Ouais. Les régies finales, non, elles passent en HD l'année prochaine. Tous les moyens qui ont été renouvelés depuis 10 ans sont renouvelés en HD. Ouais. Mais il y a quand même 400 sites de production. Donc, quand on a fini de renouveler le premier, il s'est passé 10 ans, quoi. Ça va vite. Moi, je suis beaucoup ce que font nos amis japonais, parce qu'ils nous ont quand même mis quelques piles depuis les années 80. Et à chaque fois, on a réagi. Enfin, je me rappelle que même l'aventure du HD Mac, la télé HD analogique, on venait en réaction au fait que les Japonais étaient arrivés en disant bah, écoutez, la HD, tout est prêt. Nous, les produits sont prêts, il n'y a plus qu'à acheter. Et les Américains avaient dit bah, ça tombe bien, parce que nous, on a tous les contenus. Et les Européens s'étaient retrouvés au milieu en disant bon, ben, on va inventer notre schéma. Sinon, il y a toute notre industrie qui était encore florissante dans les années 80-90 qui va s'écrouler. Donc on a répondu avec une HD européenne et des moyens. Voilà, on est resté sur notre cadence image. On a inventé le 1080 pour les embêter. On a fini par tomber. C'était en 1125 les Japonais. Et on a fini par tomber d'accord, et là ils nous refont le coup. Je veux dire, ça fait quand même déjà 10 ans qu'ils sont sur la 8K. Ils nous attendent, hein, parce que tout le matériel, pour eux, il sera prêt largement avant qu'on se pose la question, et les Américains feront toujours pareil, en expliquant qu'Hollywood est prêt aussi avec des contenus conçus en 8K, et qu'a priori, on va se retrouver encore au milieu à devoir faire ce choix. Et là, technologiquement, on n'a plus d'industrie à défendre. On n'a plus beaucoup, on n'a plus de Thomson, on n'a plus de Philips qui sont effectivement suffisamment gérés en Europe pour pouvoir contrecarrer ça. Donc en même temps, les Japonais, c'est pareil, ça fait 10 ans qu'ils ont abandonné la 3D stéréoscopique en nous expliquant que c'était super, mais qu'il y avait encore trop il n'y avait pas assez d'appétence du public pour se le permettre, et que tant qu'on n'aurait pas des reproductions de flux lumineux 3D ou holographiques pertinents, ce qui prévoit pour 2020, on était bon pour aller plutôt sur un format immersif 2D, super défini, donc le 120 images secondes, il compte pour beaucoup. Et moi qui ai eu la chance de passer plusieurs heures là-bas à regarder de la 8K 120 images secondes, l'impression de relief, c'est vraiment impressionnant, alors qu'on est en 2D. Et effectivement, on a un tel respect de la carnation sur les peaux, on voit parfaitement le velouté de la main, et on sent tout de suite le relief naturellement. Alors, il n'y a aucun indice stéréoscopique qui est mis en œuvre, mais tous les autres indices, ils sont au vert, quoi. On est clairement en situation de relief. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bon. C'est clair pour tout le monde. Je crois qu'il y avait une dernière intervention, c'est ça, de Emmanuel Pampuri, qui est un hôte de Commune Image, qui souhaitait se faire connaître auprès du public, dans la mesure où il fait de la post-production cinéma, télé, depuis de nombreuses années, et il est installé Commune Image depuis un an, un peu plus d'un an, je crois. 2 ah. Et donc ça nous paraissait intéressant dans ce cadre-là, avec des spécialistes comme vous l'êtes, de lui laisser la parole quelques minutes pour conclure. Et puis moi de vous remercier donc, de votre venue, de votre attention, de votre assiduité. Et puis comme je vous le disais, je vais faire une synthèse de tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Je recontacterai certains des intervenants d'ailleurs. Et ça sera l'objet d'une parution à la rentrée où on essaiera justement de vulgariser, comme on l'a fait aujourd'hui, et peut-être encore un peu plus, le 4K et l'Ultra HD. Merci. Ouais, bonjour à tous. Alors, on avait prévu un court-métrage, mais on n'a peut-être pas le temps. Court-métrage qu'on a tourné et post-produit en 4K il y a déjà 3 ans.
Tout ça pour vous dire que ben voilà, le 4K, la 4K, je ne sais pas comment on dit, c'est pas quelque chose qui est forcément très compliqué ni très gourmand en termes d'argent ou quoi que ce soit. Donc je félicite en tous les cas d'avoir tenu ce discours, parce que c'est un discours que je tiens moi depuis de nombreuses années à ma petite échelle, en disant que les histoires de ça coûte plus cher, c'est que des histoires de positionnement et pas forcément des choses qui sont réelles. C'est-à-dire, quand il a fallu retarder le virage du numérique, il y a beaucoup de gens qui ont mis beaucoup d'énergie pour faire croire que le numérique c'était plus cher que l'argentique. Et il y a encore pas très longtemps, il y a 3 ans, je me rappelle que les premiers devis de DCP que j'ai fait faire chez des grands laboratoires, la copie numérique coûtait plus cher que la copie argentique, alors que la machine qui l'a fabriquée coûtait même pas le prix de ce qui était facturé. Voilà. C'était une des sources des motivations, en tous les cas, qui nous ont, nous, chez les machineurs, entraînés à réagir et à proposer des services pour la télévision et pour le cinéma. Aujourd'hui, pour vous présenter vite fait ce qu'on fait, on est capable d'accompagner des workflows, terme cher, pardon, je bafouille à Monsieur Leplat. C'est-à-dire qu'on est capable d'accompagner une production de la prise de vue jusqu'à la diffusion, qu'elle soit télévisuelle ou en salle. On se définit un peu comme des éleveurs de pixels. C'est-à-dire que le choix de la caméra est quelque chose d'important, de primordial. Comme l'a dit Patrick, chaque caméra entraîne un workflow différent. Pas forcément dans ses grands fondements, mais en tous les cas, il y a des adaptations, il y a des petites choses à faire. Et le fait de bien connaître les caméras nous permet d'être assez pertinent pour pouvoir garder une certaine cohérence et surtout d'avoir une qualité qui se voit lors de la diffusion sur grand écran surtout. Voilà. Donc on va accompagner les pixels de la caméra, de l'arrière du capteur de la caméra, jusqu'à la salle, jusqu'à la télévision, en essayant de les protéger, de les magnifier. Et on a beaucoup expérimenté, on a travaillé avec Orange Lab sur un projet 4K autour de Roland Garros aussi il y a 2 ans, parce qu'on a livré du 4K 60p pour l'exposition Hello Demain, ce qui était un sacré challenge technologique déjà à l'époque. En termes de display, c'était encore plus impossible, en tous les cas. Donc on a un peu travaillé à l'aveugle, mais le résultat est là. Et en termes de cinéma, ben voilà, on cause 4K au quotidien. Et le seul bémol par rapport réellement au coût de fabrication des projets 4K, en tous les cas chez les machineurs, c'est l'espace, c'est le stockage. Le prix du stockage diminue d'année en année, mais en tous les cas, c'est vrai que c'est énormément plus gourmand. Donc le seul delta, en tous les cas, sur le prix de la fabrication du 4K, ça va se situer ici. Je suis assez... j'interviens en dernier, donc je fais une petite remarque sur ce que j'ai entendu aussi. Je trouve ça assez formidable qu'en tous les cas, on soit dans une bascule inverse à celle qu'on a connue dans les balbutiements du cinéma numérique, puisque au début de l'histoire, on adaptait des caméras broadcast haute définition vidéo pour faire du cinéma. Les derniers Star Wars qui ont été faits par George Lucas ont été faits comme ça en HD. Et au jour d'aujourd'hui, justement, quand la télévision veut faire de l'Ultra HD ou du 4K, on va chercher du matériel qui a été développé justement pour se démarquer de ces caméras HD. Donc je trouve que c'est assez sympa, cette espèce de boucle qui est en train de se mettre en place. Et je trouve ça très amusant. Voilà. Je ne sais pas si on a le temps de voir le court-métrage, il dure 10 minutes. C'est un film qui n'est pas un film d'image, contrairement à ce que j'aurais eu envie de vous montrer, mais là on a des DCP qui n'étaient pas prêts pour pouvoir être présentés dans la machine. C'est un film qui a été fait en 2010. Qui a été tourné en RED avec la première du nom, donc c'est une caméra qui avait certaines limitations en termes de carnation et de rendu de couleurs sur les peaux et tout ça. Mais si vous avez 10 minutes à y consacrer, je suis ravi de vous présenter donc ce court-métrage qui s'appelle Action commerciale.
on va conclure. D'abord, merci à tous les intervenants d'avoir répondu présent à nos 2 appels du pôle et de la FICAM. Comme vous l'avez compris, la FICAM va donner une prolongation à ce rendez-vous du pôle. Pour nous, il ne reste que 2 rendez-vous du pôle cette année qui concernent la responsabilité sociétale et environnementale. Donc, on va diffuser, on va faire un numéro spécial où vous retrouverez Mathieu Parmentier, qui est avec nous dans une action qui concerne l'accessibilité des médias, qui s'appelle le Média 4D. Donc, accessibilité des médias vers les handicapés, mais aussi vers, malheureusement, ce qui va tous nous arriver, vieillir. Donc, voilà, ça représente à peu près 30% du public aujourd'hui, si on y met les personnes âgées et les non-geeks, il y en a en dehors de la salle. Et l'autre rendez-vous sera sur notre action EcoProd, puisqu'on va restituer une étude qu'on a fait aussi en partenariat avec France Télévisions, le CNC, TF1, l'ADEME, la région PACA, la Commission du film Île-de-France, sur la gestion des déchets. Et en particulier, ce sera suivi d'effets financés sur la gestion des déchets sur les plateaux de tournage, ce qui nous intéresse particulièrement ici en Seine-Saint-Denis. Voilà, juste une seconde pour vous dire que on est très très axé en ce moment sur une chose dont on pense que les producteurs ne doivent pas rater la marche très très vite, qui est le transmédia. Vous savez qu'on a lancé une action qui s'appelle le multi-écran, et qui se termine lundi prochain chez Havas, avec une masterclass internationale, puisqu'on fait venir Erin Reilly, qui est la collaboratrice d'Henry Jenkins, qui est le père spirituel du transmédia, et qui sera consacrée au storytelling transmédia. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, et pour ceux qui connaissent, et de toute façon ceux qui connaissent viendront, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à venir découvrir plus profondément ce qu'est le storytelling transmédia et ce qu'est le transmédia. Voilà. Un grand merci pour aujourd'hui et à bientôt.